Si vous voulez tout apprendre sur les bombes atomiques pendant la Seconde Guerre mondiale, comment elles ont été créées, comment elles ont été utilisées, mon livre Atomo Como Arma est fait pour vous, d'accord? Disponible sur Wiclap et Amazon. Pour un exemplaire dédicacé, envoyez-moi un email avec votre code postal pour les frais de port. Notre membre Breno Hachette Mendes a envoyé cette question ici. Regardez. Professeur Julio César, quel a été le destin du matériel de guerre après la fin de la Seconde Guerre mondiale? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Où est donc passé tout ce matériel? Véhicules, avions, navires, fusils, casques, uniformes. Où est donc passé tout cela à la fin du plus grand conflit armé de l'histoire? Pour te répondre de façon bien objective, je vais organiser ma réponse en matériel de guerre allié et matériel de guerre de l'Axe, d'accord? Parce que ce sont deux destinations bien différentes, d'accord? Alors commençons par le matériel de guerre allié et dans chaque catégorie, il y a aussi deux sous-catégories. Ce qui s'est passé avec le matériel dans les pays producteurs et ce qui s'est passé dans les pays consommateurs. D'accord? Donc en parlant du matériel de guerre allié qui a été de loin le plus produit, massivement produit, et qui a été le matériel qui a mené les troupes à la victoire en 1945. Nous avons celle des pays producteurs, et ces pays producteurs qui sont essentiellement trois pays, n'est-ce pas? Les États-Unis, l'Angleterre ou le Royaume-Uni et l'Union soviétique, on observe dans l'après-guerre une continuité. Nous avons dans l'après-guerre une utilisation de la base industrielle mise en place pendant la Seconde Guerre mondiale, avec une continuité, même moindre, de la production de défense, n'est-ce pas? De la production de matériel militaire pour la consommation interne et aussi pour l'exportation. Aux États-Unis, par exemple, on a vu qu'il y avait un nombre extrêmement élevé de technologies, un nombre extrêmement élevé de véhicules, d'aéronefs, de navires, de fusils, n'est-ce pas? Tout cela a atteint une limite en 1945. Pourquoi? Toute l'économie nord-américaine avait été convertie pour la guerre, ce qui était déjà nécessaire, n'est-ce pas? La pression politique était déjà très forte pour commencer à reconvertir cette capacité industrielle, cette puissance industrielle nord-américaine, vers la production de biens pour le marché de la consommation civile. Donc on a vu plusieurs usines être reconverties et une grande quantité de matériel restant à la fin de la guerre. Certains de ces matériels ont fini par être jetés dans les déserts, n'est-ce pas? Là-bas à l'est, à l'ouest des États-Unis, dans ces mêmes cimetières qu'on voit aujourd'hui. Il y avait ces cimetières à l'époque, spécialement pour les aéronefs. Donc on a vu certains aéronefs finir dans le désert là-bas et être vendus comme ferraille, n'est-ce pas? Il y avait la question de la technologie dépassée par exemple, le B-17 et le B-24 clairement, des technologies dépassées en 1945. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont fait une révolution technologique lors de la dernière année de la guerre avec l'introduction du B-29. Et le B-29 est alors devenu la base de la force de bombardement américaine d'après-guerre, avec la mise au rebut immédiate des B-24 et des B-17. Eh bien, cela a entraîné, comme je l'ai dit, et ensuite, beaucoup de mises au rebut. Certains ont été transférés à des pays alliés, comme par exemple les pays d'Amérique du Sud, avec des modèles généralement de taille moyenne, comme les B-25 et les B-26. Et cela a aussi généré des ventes dans le monde entier de certains modèles qui étaient polyvalents. Par exemple, le DC-3 n'est-ce pas, qui était le C-47 de l'époque de la guerre. Donc le Douglas DC-3 est devenu en gros la base des compagnies de transport aérien dans la seconde moitié du XXe siècle. Le transport aérien, véritablement, en tant qu'activité à grande échelle offrant des billets à des prix abordables, est né immédiatement après la guerre. Grâce au DC-3, grâce au surplus de DC-3, n'est-ce pas, ce C-47. Environ 16 000 avions ont été fabriqués et beaucoup d'entre eux étaient encore en bon état à la fin de la guerre et ont simplement été convertis pour un usage civil en Amérique du Nord, en Europe et surtout en Amérique du Sud. Mais nous avons aussi eu, comme je l'ai dit,
la mise au rebut d'un grand nombre d'appareils. Parce que l'armée américaine, elle avait été en grande partie démobilisée immédiatement après la guerre. Donc, d'une force gigantesque, elle avait été réduite à une toute petite partie de cela, déjà à la fin des années 40. Et c'est cette situation qui a alors favorisé le déclenchement de la guerre de Corée, en 1950, n'est-ce pas ? Le Royaume-Uni, l'Angleterre, a continué à produire du matériel de guerre aussi pour l'exportation, principalement pour son Commonwealth, qui a remplacé l'Empire britannique immédiatement après la guerre. Et l'industrie de défense britannique a eu une participation relativement importante pendant la guerre froide, en équipant aussi des nations de l'Alliance occidentale qui n'achetaient pas de matériel de guerre aux États-Unis. Donc nous avons l'Angleterre comme une puissance. Dans les années, surtout disons, dans les années 50, 60, 70 en ce qui concerne la vente de matériel de guerre à l'étranger. Cependant, ils avaient un parc industriel plus petit que les États-Unis, ils n'avaient pas la capacité de produire dans les mêmes volumes, donc ils ont eu une présence moindre sur le marché. Après-guerre, n'est-ce pas, sur le marché de la guerre froide, et l'Union soviétique ne s'est pas démobilisée de la même manière que les États-Unis se sont démobilisés. Et l'Union soviétique parce qu'elle a eu, en fait, beaucoup de difficultés à reconstruire toute l'infrastructure que les Allemands avaient non détruite pendant la guerre. Elle s'est beaucoup accrochée à ce matériel de l'époque de la guerre, pendant plus longtemps que les Américains. Donc le renouvellement et l'organisation du matériel de guerre soviétique se sont faits à un rythme plus lent que ce qui s'est passé aux États-Unis, n'est-ce pas ? Dans certains cas, on observe des retards d'environ 10 ans par rapport aux Américains, n'est-ce pas ? Mais ils finissent par rattraper les Américains. Oui, à la fin des années 50, au début des années 60, les choses les sont déjà presque à égalité, d'accord ? Le T-34 par exemple, qui a été le char le plus produit de la Seconde Guerre mondiale et qui aujourd'hui rivalise, il y a des gens qui placent le T-34 au-dessus du T-54. Ou alors le T-54 reste le char le plus produit de l'histoire. Il a continué à être produit après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que c'était un char bon marché, un char fonctionnel, et il pouvait être exporté vers de nombreux pays à un coût très bas. Et qu'est-ce qui s'est passé immédiatement après la guerre ? Le monde multipolaire a cessé d'exister au profit d'un monde bipolaire. Et ce monde bipolaire faisait que les nations s'alliaient avec les États-Unis, n'est-ce pas ? Au sein de l'OTAN, dans le bloc occidental, ou avec l'Union soviétique, dans le bloc oriental. Et, immédiatement après la guerre, la Chine est devenue communiste. En 1949, nous avons assisté à l'expansion du communisme soviétique vers l'Europe de l'Est. N'est-ce pas, avec la formation de la sphère d'influence soviétique qui deviendrait le pacte de Varsovie. Par conséquent, il existait un très grand marché pour l'exportation de matériel militaire soviétique, n'est-ce pas ? Et après la guerre d'indépendance d'Israël, en 1948, les pays du Moyen-Orient sont également devenus des clients des produits militaires de l'Union soviétique, n'est-ce pas ? Et on a aussi, la question des pays consommateurs, qui sont ces pays qui ont reçu du matériel de guerre américain et britannique, surtout américain, n'est-ce pas, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est le cas du Brésil. Donc le Brésil a essentiellement reconstruit ses forces armées entièrement avec du matériel américain. Donc ce matériel américain qui est arrivé pendant la Seconde Guerre mondiale via le programme Lend-Lease a été complété par d'autres lots qui ont été achetés dans des conditions très avantageuses à des prix très bas. Pourquoi ? Aux États-Unis, tous voulaient se débarrasser de ce matériel. Ils voulaient vraiment s'en débarrasser. Parce que tout cela était en surplus, littéralement, ça prenait de la place. Alors, l'armée brésilienne a acheté beaucoup plus de camions, beaucoup plus de jeeps, beaucoup plus de blindés de toutes sortes, n'est-ce pas, dans les années qui ont suivi, à cause de ces surplus de la Seconde Guerre mondiale, n'est-ce pas, y compris l'usine. L'armée de l'air aussi en a reçu, et la marine de guerre du Brésil a également reçu, en plus petit nombre, plusieurs équipements militaires d'origine américaine, n'est-ce pas ? Donc en Europe, il y avait de petites armées, n'est-ce pas ? Toutes là-bas, la Hollande, la Belgique, le Danemark.
Ces petits pays qui utilisaient du matériel de guerre, souvent national, provenant de petites industries nationales, ont également tous été rééquipés avec du matériel de guerre américain. Et pour eux, c'était encore plus facile, n'est-ce pas? Parce que le matériel était déjà là en Europe et le coût de le ramener aux États-Unis était très prohibitif. L'abondance de matériel de rechange était immense, vraiment immense. Donc toutes ces armées ont été reconstruites avec du matériel de guerre américain. Et la formation de l'OTAN à la fin des années 40 ne faisait que rendre cela encore plus évident, n'est-ce pas? La nécessité de standardisation devenait encore plus claire. Et à cause de cela, le matériel de guerre américain est devenu la norme dans les pays de l'OTAN. Bon, et qu'est-il arrivé au matériel de l'Axe? Le matériel des pays de l'Axe qui ont perdu la Seconde Guerre mondiale, mais qui possédaient encore un matériel assez conséquent en 1945, n'est-ce pas? En Allemagne, c'était... Os acordos do Après la guerre, ils ont détruit une grande partie de l'industrie militaire allemande, même si cela s'est fait rapidement. re- Ils ont reconverti l'industrie pour produire des biens de consommation, n'est-ce pas, en Allemagne. C'était intéressant, surtout pour Churchill, de renforcer l'Allemagne immédiatement après la guerre, parce que la moitié de l'Allemagne était devenue communiste, tout comme le reste de l'Europe de l'Est, et Churchill voulait une Allemagne forte. Et pour freiner l'avancée du communisme au cœur de l'Europe, donc les Britanniques eux-mêmes ont beaucoup encouragé la relance de l'industrie allemande juste après la guerre. Et le plan Marshall, n'est-ce pas, de 1947 a aussi injecté beaucoup d'argent en Allemagne. Donc l'Allemagne est redevenue très rapidement une puissance industrielle. Et à partir du début des années 50, là oui, toutes les interdictions contre la production de matériel de guerre en Allemagne sont tombées. L'Allemagne a de nouveau eu des forces armées, et ces nouvelles forces armées étaient en grande partie soutenues, financées par du matériel nord-américain et du matériel... Non, c'était essentiellement du matériel américain, ce n'était pas du matériel britannique, non. Ils en ont produit eux-mêmes une grande partie. Les Allemands ont rapidement redonné un caractère national à leurs forces armées. Et puis ils ont commencé à produire des blindés, comme les léopards, ils ont commencé à produire des des avions, ils ont commencé à produire des armements de toute nature. Par conséquent, les Allemands sont devenus le grand pôle de l'Europe continentale en matière de défense pendant la guerre froide. N'est-ce pas avec la France là-bas? En Italie, les gars, le matériel de guerre italien, le matériel de guerre produit pendant la période fasciste, il n'a pas seulement été abandonné, il a aussi été, disons, vilipendé. Il a été curieusement plus vilipendé qu'en Allemagne, n'est-ce pas? Parce que ce qui restait en Allemagne, comme matériel de guerre, disons en métal, en acier, a été rapidement et pragmatiquement réintégré dans l'industrie, recyclé, pour devenir d'autres choses, n'est-ce pas? Là, on parle de chars, de blindés, de voitures, de camions, tout a été recyclé, mais en Italie, o material le fasciste, il est devenu en quelque sorte une figure de l'antéchrist, n'est-ce pas, satanique. D'ailleurs, il y avait la pratique de détruire ce matériel, surtout dans le nord de l'Italie, où il y avait beaucoup de guérillas d'orientation communiste, n'est-ce pas? Donc, le peu de matériel qui restait là, les avions, ont été détruits, tu sais, à coups de massue, de pioches, parce qu'ils représentaient l'ancien régime fasciste, n'est-ce pas? Donc, une grande partie de ce matériel a été détruit. C'est vraiment fini. Et l'Italie s'est aussi réarmée avec du matériel américain. Et elle a lancé une petite industrie de défense dans les années 60 et 70. Elle a relancé son industrie de défense à cette période. Du matériel d'ailleurs pour la préservation de la mémoire desse de ces aéronefs, de ces véhicules, ont dû être réimportés de pays auxquels l'Italie avait fourni ce matériel pendant ou avant la guerre, n'est-ce pas? Donc de cette manière, l'Italie a récupéré ce matériel. Et ce matériel se trouve aujourd'hui dans les musées en Italie, préservé. Mais c'est parce qu'ils sont revenus d'autres pays.
Par exemple, les Savoia Marchetti 79 qui existent aujourd'hui en Italie, tous ceux qui étaient là ont été détruits. Ils sont venus du Liban, n'est-ce pas? Ils ont été renvoyés du Liban vers l'Italie. Et au Japon, n'est-ce pas, Louis? Le matériel de guerre aussi, en grande partie, a été éliminé de manière pragmatique, comme en Allemagne, n'est-ce pas? Il est redevenu une ressource pour l'industrie, parce que les États-Unis voulaient aussi un Japon fort, un Japon industriel, le plus tôt possible, pour pouvoir servir d'exemple, là, en Asie, n'est-ce pas, contre l'avancée du communisme, particulièrement après que la Chine et la Corée du Nord se sont révélés être de grands bastions du communisme, à partir du début des années 50. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez quelques cas spécifiques de pays qui étaient consommateurs de matériel, de guerre de l'Axe, mais aussi producteurs. L'un de ces pays est la Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie possédait un grand parc industriel avant la guerre, n'est-ce pas? En particulier les industries Škoda, qui ont produit du matériel de guerre pour les Allemands pendant la guerre. Et dans l'immédiat après-guerre, ce matériel est resté là. Ces usines, ces fabriques sont restées là. Parce que la République tchèque, la région de la République tchèque, est restée aux mains des Allemands jusqu'à la reddition. Elle n'a pas été le théâtre de bataille terrestre, donc l'infrastructure est restée, n'est-ce pas? Et immédiatement après la guerre, les Tchèques, les Tchécoslovaques, ont recommencé à produire ce matériel pour pouvoir le vendre. Ils ont réussi à trouver quelques clients, n'est-ce pas? Qui étaient-ils au Moyen-Orient juste après la guerre? Il y avait l'Égypte, par exemple, le Liban, la Syrie, qui ont acheté beaucoup de matériel de guerre, qui était essentiellement du matériel allemand fabriqué en Tchécoslovaquie. Et curieusement, Israël a aussi acheté ce matériel, parce que c'était la première nation, n'est-ce pas? Désolé, la Tchécoslovaquie a été la première nation à réussir à vendre du matériel de guerre à Israël. D'accord? Mais ensuite, rapidement, l'Union soviétique a mis un terme à cela et a imposé ses propres produits pour uniformiser les forces armées de la Tchécoslovaquie. Un autre exemple, le seul cas durable d'un pays producteur de matériel de guerre de l'Axe, c'était l'Espagne. L'Espagne est devenue membre de l'OTAN, n'est-ce pas? Curieux. Elle a maintenu là-bas la production d'aéronefs, en particulier de conception allemande, le Junkers 52, le Messerschmitt 109. Jusqu'à la fin des années 50. Donc on a le gouvernement de Franco qui maintient la production de ces avions bien après la guerre, n'est-ce pas? Et seulement lentement, il remplace cela par du matériel de guerre américain pour uniformiser les forces armées de l'Espagne. Et là, on a les pays qui ont utilisé le matériel de guerre de l'Axe, qui sont les anciens alliés de l'Allemagne, n'est-ce pas? La Roumanie, la Hongrie, la Finlande et les autres pays de l'Est. Ces gens-là ont continué à utiliser ce matériel de guerre de l'Axe, n'est-ce pas, de l'Allemagne, jusqu'à la fin des années 40 quand finalement l'Union soviétique leur a tout fourni du neuf et ils ont retiré ce matériel de guerre pour commencer à utiliser du matériel soviétique, d'accord? La Finlande s'est un peu plus accrochée au matériel de guerre allemand, n'est-ce pas? Parce que la Finlande était un cas à part. Elle n'appartenait pas au bloc socialiste, mais entretenait de bons rapports avec l'Union soviétique. Donc, tout au long de la guerre froide, elle a procédé à une sorte de double renouvellement, un cas vraiment curieux en fait, d'un pays qui utilisait à la fois du matériel de guerre américain et soviétique. Donc les forces armées de la Finlande disposèrent de ces deux sources d'armement pendant la guerre froide, n'est-ce pas? Donc c'est essentiellement le destin du matériel de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Tu savais déjà ce qu'il était advenu de ce matériel? Tu connais un cas particulier à mentionner? Raconte-nous dans les commentaires. Et comme toujours, si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec tes amis. Mais aussi, mets-nous un pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner à Sala de Guerra pour ne rien rater. Je vais m'arrêter là. Je te remercie encore pour ton audience et un grand salut de Sala de Guerra.